Lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Australie en février 1606, les peuples autochtones y vivaient depuis environ 50 000 à 65 000 ans. Les premiers à arriver en Australie ont découvert un monde sauvage, peuplé d'oiseaux colorés, de reptiles dangereux, de marsupiaux géants et d'environnements spectaculaires. Ces personnes étaient les ancêtres des aborigènes australiens d'aujourd'hui. Au fil des générations, ils ont transmis culture et savoir à ceux vivant aujourd'hui en Australie. Cependant, la route vers le monde moderne a été pavée d'essais, d'erreurs et de dangers. Les éléments, les animaux et même d'autres humains représentèrent une menace pour les premiers Australiens et leur survie sur cette terre était loin d'être facile. Qu'est-il donc arrivé aux premiers habitants à avoir atteint l'Australie ? À quoi ressemblait l'île de l'Australie lorsqu'ils ont posé le pied sur son sol pour la première fois ? Et comment ont-ils réussi à prospérer dans ce nouveau monde ? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions, et bien plus encore en examinant des sites archéologiques, des restes fossiles et les théories actuelles sur ces peuples anciens. Rejoignez-nous alors que nous vous ramenons dans le temps pour explorer exactement ce qui est arrivé aux premiers humains d'Australie, comment ils vivaient et comment ils ont donné naissance aux aborigènes australiens d'aujourd'hui. Les Australiens autochtones peuvent être définis par deux grands groupes, qui contiennent chacun une multitude de cultures, de langues et d'identités. Ce sont les aborigènes australiens, cités plus tôt dans la vidéo, et les insulaires du détroit de Torres, venant des îles entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les ancêtres des aborigènes australiens ont mis le pied sur le continent il y a entre 50 000 et 65 000 ans et s'y sont installés de façon permanente, formant des communautés de chasseurs-cueilleurs qui allaient finir par se répandre à travers le territoire. Ce sont principalement les Australiens du continent dont nous parlerons dans cette vidéo. Cependant, les îles du détroit de Torres n'ont été occupées de façon permanente qu'il y a environ 2500 ans. Les habitants de cette région étaient historiquement des marins nomades, distincts des aborigènes du sud. Ils cultivaient et récoltaient principalement des fruits et des arbustes et obtenaient leur nourriture des récifs coralliens abondants et des forêts tropicales de l'île. Mais comment les gens ont-ils pu atteindre l'Australie en premier lieu ? On pense que la première migration humaine vers l'Australie a eu lieu grâce à une série de ponts terrestres disparus qui reliêtra l'Asie du Sud-Est et l'Océanie et qui ont disparu lorsque le niveau de la mer a monté. La traversée des archipels et des masses terrestres de ces régions est devenue plus facile grâce à la présence de la Sondaland et du Sahul. La première reliait la Thaïlande et le Vietnam actuel à la Malaisie et la seconde reliait la Papouasie-Nouvelle-Guinée actuelle à l'Australie. Bien qu'il ait toujours fallu des connaissances en construction navale et en navigation pour traverser le court bras de mer entre l'Asie continentale et l'Australie, il était bien plus facile pour les humains de franchir cette distance au Pléistocène qu'après la montée du niveau de la mer. Les premiers Australiens sont donc aussi les premiers habitants de la Papouasie, ayant voyagé vers le sud depuis les forêts de nuages jusqu'aux vastes étendues de l'Australie. Il se peut aussi que des personnes aient voyagé directement vers l'Australie en sautant d'île en île, via Timor au nord-ouest de l'Australie. Le plus ancien site en Australie montrant des preuves de présence humaine est constitué des abris sous roches de Majabebe, dans les régions nord du pays. Ici, des pigments d'ocre ont été découverts parmi les rochers, qui auraient pu être produits par les premiers humains comme source de couleurs pour leur art et leur peinture corporelle. Ce site, s'il s'avère d'origine humaine, pourrait indiquer que des personnes sont présentes en Australie depuis au moins 60 000 ans. Quoi qu'il en soit, il y a environ 47 000 ans, les humains s'étaient installés dans les régions méridionales de l'Australie, voyageant à travers un autre pont terrestre jusqu'en Tasmanie, il y a 39 000 ans. Des sites en Australie occidentale et en Nouvelle-Galles du Sud ont révélé des outils en pierre utilisés par les premiers humains datant, pour les plus anciens, de 50 000 ans, ce qui a amené les scientifiques à penser que les humains auraient pu atteindre l'Australie plus tôt et s'y être répandus plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant. Après leur arrivée, les premiers humains se sont répandus sur tous les habitats et régions d'Australie, même les plus inhospitalières.
On sait que les ancêtres des aborigènes australiens modernes ont occupé les forêts tropicales, les zones boisées, les déserts, les côtes et les hauts plateaux au sein de communautés tribales, jusqu'à l'arrivée des colons européens au début des années 1600. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont mis le pied sur une terre riche d'une culture humaine abondante. Les premiers colons à l'origine du peuple aborigène étaient désormais entre 300 000 et 1 million, vivaient dans près de 600 tribus distinctes et parlaient environ 250 langues différentes. Ils étaient ici depuis que les grands animaux du Pléistocène parcouraient pour Bétarol les déserts et les forêts, et malgré les difficultés du colonialisme, ils ont survécu jusqu'à nos jours. Mais à quoi ressemblait la vie des peuples autochtones d'Australie avant l'arrivée des colons européens ? L'Australie, à l'époque des premières migrations humaines, était un paysage spectaculaire, avec des environnements en mutation rapide, un climat chaud et une abondance d'animaux uniques. Au fur et à mesure que les humains se sont installés et ont formé des tribus et des communautés, ils ont appris à exploiter les ressources naturelles à leur disposition, et une grande diversité de cultures et de régimes alimentaires a été observée parmi les cultures autochtones du continent. La cueillette et la chasse constituaient une part importante de la vie des anciens Australiens, et les hommes comme les femmes participaient à l'approvisionnement en nourriture pour la tribu. Les femmes ramassaient, tandis que les hommes chassaient principalement. Chaque jour, les gens partaient dans la nature avec des sacs et des bâtons à fouir, à la recherche de tout ce qui pouvait être comestible. Des fruits, des noix, des graines et des légumes étaient récoltés dans la nature et rapportés à la tribu pour être consommés, complétés par la viande de la faune locale. De grands marsupiaux comme les kangourous étaient chassés pour leur viande et abattus à l'aide de lances, de massues, de pierres lancées et d'une invention typiquement australienne, le boomerang. Parfois, les proies Panthej en mato étaient chassées sur de grandes distances et il était reconnu que les Australiens autochtones étaient d'excellents pisteurs. Les chasseurs prenaient un grand soin de se dissimuler de leurs proies avec de la boue et du feuillage et choisissaient de frapper à très courte distance une fois qu'ils s'étaient suffisamment rapprochés. Ailleurs, les anciens Australiens sont devenus d'excellents pêcheurs. Alors que certaines communautés pêchaient traditionnellement avec des lances, des filets et des paniers, d'autres optaient pour des méthodes plus créatives. Parfois, des feuilles de plantes toxiques étaient jetées dans l'eau pour enivrer les poissons, les rendant ainsi plus faciles à attraper à la main. Une autre méthode manuelle consistait à remuer les sédiments pour forcer les poissons désorientés à remonter. Ceux qui utilisaient lances et filets pouvaient capturer plus de proies, et souvent des animaux plus gros. Tortues, dugongs et anguilles étaient chassés pour la nourriture. Certaines communautés ont même élevé des anguilles, irriguant des étangs pour garantir un approvisionnement régulier en poissons. Aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, la domestication des animaux est arrivée sur le continent australien sous la forme du dingo, une lignée de chiens domestiqués qui vivent aujourd'hui à l'état sauvage et redevenus sauvages sur le continent moderne. Ces chiens ont été amenés depuis l'Asie continentale et semblent être liés à des lignées ancestrales de la Chine ancienne. Des théories suggèrent qu'une seconde vague de colons venus d'Asie a migré vers l'Australie, apportant avec eux des chiens domestiqués. Ces chiens allèrent devenir les dingos que nous connaissons aujourd'hui en Australie. Il existe peu de preuves suggérant que les dingos accompagnaient les anciens Australiens lors des chasses, mais plutôt qu'ils vivaient en harmonie les uns avec les autres. Les dingos étaient courants autour des camps des peuples autochtones et sont devenus apprivoisés. Aucun autre animal n'a été domestiqué sur le continent australien depuis, à l'exception de ceux que les colons européens ont apportés avec eux. Les anciens Australiens vivaient dans un monde dramatique et dangereux où la survie n'était que rarement garantie. Non seulement ils étaient exposés aux dangers des éléments, mais l'île abritait aussi une série d'animaux uniques qui représentaient des menaces pour les premiers Australiens. Les marsupiaux étant le principal groupe de mammifères en Australie, ont eu tout le temps d'évoluer en formes étranges après des millions d'années d'isolement. Les kangourous à face courte, avec des yeux tournés vers l'avant, qui marchaient au lieu de sauter, comme Procoptodon goliath, étaient de courant et ont peut-être été chassés par les ancêtres des peuples aborigènes.
Deux protodons, un colossal parent des wombats modernes ressemblant à un hippopotame, vivaient et migreraient en groupe, tandis que toutes sortes de marsupiaux étranges, semblables aux ours et aux paresseux des autres continents, prospéraient dans les forêts du Saül. L'Australie abritait Thylacoleo carnifex, un prédateur arboricole spécialisé dans l'embuscade, doté de dents en forme de ciseaux et de griffes recourbées. Cet animal a peut-être chassé les premiers humains qui sont entrés sur son territoire il y a des milliers d'années. Ailleurs, d'énormes reptiles comme Varanus priscus, un varan géant, faisaient office de prédateur suprême dans l'Australie ancienne. Ils vivaient aux côtés de créatures telles que Wonamb, un serpent gigantesque, et Konkana, un crocodile terrestre de proportions gigantesques. Aujourd'hui, l'Australie est largement considérée comme l'un des endroits les plus dangereux du monde naturel. N'oublions pas qu'à côté des animaux disparus que nous venons de mentionner, tous les animaux actuels de l'Australie prospéraient également. Des serpents venimeux, des araignées et des scorpions parcouraient les déserts, tandis que des espèces marines incroyablement dangereuses comme la rascasse, la méduse boîte, les ressatans pastenagues et la pieuvre à anneaux bleus occupaient les côtes. Pour les nombreuses communautés de pêcheurs, cela aurait été particulièrement dangereux. Ailleurs, les crocodiles, les casoars et même des plantes hautement toxiques auraient représenté leur propre menace. C'était un monde magnifique mais mortel dont il fallait être le pionnier. Les anciens Australiens pratiquaient au moins des traditions culturelles riches qui variaient énormément d'une communauté à l'autre. L'art était et reste abondant dans la société aborigène, prenant la forme de gravures, de peintures et d'empreintes de mains sur les parois rocheuses et dans le sol. Les premières traces de ces formes d'art remontent à environ 30 000 ans, à une époque où des communautés s'étaient établies à travers le continent et où des pratiques culturelles spécifiques avaient eu le temps d'émerger. Bien que la plupart de cet art représente des humains, des animaux et le monde naturel, une partie témoigne du développement de la société à travers l'Australie ancienne. Les communautés voisines sont devenues amies les unes avec les autres et ont échangé leurs ressources uniques. Cela a parfois été représenté dans l'art et dans des histoires qui ont été transmises par la tradition orale. Les anciens aborigènes semblent avoir commercé avec des personnes vivant en Indonésie et ont adapté leur style de pêche et de chasse. Des pirogues profondes et des têtes de harpons solides fabriquées en métal étaient utilisées de cette manière par les aborigènes. Les anciens Australiens vivaient généralement en tribus composées de clans familiaux, dont une communauté comptait en moyenne 25 personnes. Elles allaient beaucoup grandir avec le temps, à mesure que la population australienne augmentait, mais elles ont d'abord commencé petites. Les tribus n'avaient généralement aucune structure gouvernementale ni chef, et les membres de la tribu se tournaient vers les anciens pour obtenir des réponses et des conseils, ceux qui connaissaient tant les terres environnantes mieux que quiconque et qui pouvaient fournir des conseils fiables fondés sur l'expérience. Les territoires entre les tribus étaient définis par des caractéristiques naturelles ou des barrières, et les gens se mariant souvent avec des membres d'autres tribus pour maintenir des relations et un commerce solide. Les corroboris, grandes réunions de tribus aborigènes, servaient à nouer des relations commerciales et des mariages, évitant ainsi la consanguinité dans la population. Les communautés aborigènes d'aujourd'hui peuvent retracer leurs croyances religieuses et spirituelles jusqu'aux peuples anciens de l'Australie grâce à la tradition orale. Bien qu'il n'existe pas de religion unique associée à chaque communauté aborigène, il existe des liens entre les pratiques et croyances spirituelles à travers le continent. Les cérémonies organisées autour des feux de camp et dans la nature au fil des générations ont permis aux ancêtres australiens de transmettre leurs mythes et légendes aux générations futures, et ceux-ci restent ainsi intacts et vivants. Les traditions spirituelles s'articulent autour du concept du temps du rêve, lorsque les êtres spirituels ancestraux ont créé le monde et tout ce qu'il contient. De nombreuses mythologies aborigènes impliquent la présence d'un serpent arc-en-ciel, une divinité créatrice importante dans le temps du rêve.
Les peuples aborigènes de l'Australie actuelle peuvent retracer leurs origines jusqu'aux premiers colons qui sont apparus sur le continent il y a plus de 50 000 ans. Le peuple d'Australie serait arrivé après de nombreux essais et erreurs. Et bien que les peuples autochtones aient survécu jusqu'à l'époque moderne, de nombreuses cultures et langues auraient été perdues en chemin, que ce soit naturellement ou non. Naturellement, il existe des théories qui explorent l'idée que des groupes d'Australiens ont disparu à cause de maladies ou ont pu subir des catastrophes à grande échelle, comme des sécheresses ou des changements climatiques, au cours des milliers d'années où ils ont appelé le continent leur foyer. Cependant, tous ces facteurs naturels pâlent en comparaison de l'impact du colonialisme sur les Australiens autochtones. Les populations humaines en Australie, malgré les revers naturels, avaient connu une croissance continue depuis la première vague de colons arrivés sur l'île. Tous les facteurs naturels qui les ont affectés n'étaient clairement pas assez graves pour réduire significativement leur nombre. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Britanniques venus revendiquer leurs terres ancestrales. Donc, pour répondre à la question de ce qui est arrivé aux premiers humains d'Australie, nous devons regarder l'année 1606 où des communautés de chasseurs-cueilleurs ont rencontré des sociétés technologiquement avancées, ce qui a toujours été synonyme de catastrophe à travers l'histoire du monde. Le premier débarquement documenté d'Européens sur le sol australien eut lieu en février 1606 lorsque Willem Janszoon, un navigateur néerlandais, accosta son navire le long de la péninsule du Cap York, dans le nord du Queensland. Janszoon a cartographié pour la première fois des parties de la côte australienne pour les cartes occidentales, mais les Néerlandais n'ont pas tenté de s'y installer. Ce n'est qu'en 1770 que des explorateurs européens établirent le premier contact avec les Australiens autochtones, lorsque l'explorateur britannique, le capitaine James Cook, rencontra le peuple Gugu Yimatur vivant le long de la côte est de l'île. Comme c'est souvent le cas avec le colonialisme européen, il fut rapidement déclaré que la côte est de l'Australie était revendiquée pour le royaume de Grande-Bretagne, et la terre fut nommée Nouvelle-Galles du Sud. Les peuples aborigènes locaux n'étaient pas considérés comme les propriétaires des terres sur lesquelles ils vivaient, car l'agriculture n'était pas courante parmi leurs communautés. En 1788, le gouverneur Arthur Phillip arriva à la colonie britannique de Port Jackson, où il avait reçu pour instruction de vivre en amitié et avec bienveillance avec les populations locales, tout en établissant ses terres pour la couronne. Pendant environ 2 ans, les Eora, peuple aborigène local, gardèrent leur distance avec les Britanniques et leurs colonies, craignant que leur mode de vie ne soit menacé. Ils étaient consternés que les Britanniques soient entrés sur leurs terres sans permission et aient commencé à exploiter les ressources dont ils dépendaient sans plus que depuis des milliers d'années. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que les relations se détériorent. Moins d'1 an après l'arrivée des Britanniques en Australie, malgré ses instructions de maintenir de bonnes relations avec les peuples autochtones, le gouverneur Arthur Phillip avait commencé à enlever des hommes aborigènes afin de leur enseigner l'anglais, pour qu'ils servent en intermédiaire entre les communautés tribales et la couronne britannique. Cela a naturellement suscité de l'agressivité de la part des aborigènes, et à cette époque, il existe plusieurs cas de colons britanniques ayant été transpercés par des chasseurs et guerriers aborigènes, Arthur Phillip lui-même y compris, bien que dans des circonstances non mortelles. Arthur Phillip a riposté en capturant et en décapitant 10 hommes autochtones à Botany Bay, un acte qui allait endommager de façon permanente les relations entre les deux factions. Arthur Phillip avait lui-même enfreint le code qu'il devait faire respecter. Des peuples aborigènes avaient été assassinés sur ses ordres directs, et les conséquences allaient être colossales. En 1789, la variole, apportée par les Européens en Australie, frappa les populations autochtones, décimant leur nombre dans les régions entourant Port Jackson. Ces populations, contrairement aux Britanniques, n'avaient jamais été exposées à la variole et n'étaient pas immunisées. Alors que les Britanniques parvenèrent à surmonter la maladie après une brève période de malaise, la variole s'est révélée fatale pour de nombreux aborigènes. En 1820, la population aborigène était passée d'environ 1 million à seulement 30 000 personnes à cause de cette maladie mortelle.
Cependant, la variole n'était pas le seul fléau pour les populations autochtones, et après la maladie, la deuxième cause de mortalité la plus courante était les massacres systématiques perpétrés par les autorités britanniques. À mesure que l'influence britannique s'étendait jusqu'aux côtes lointaines et à l'intérieur de l'Australie, toutes les communautés n'ont pas accepté la menace grandissante, et des affrontements inévitables ont eu lieu. Les guerriers aborigènes, armés seulement de lances et vêtus simplement, ne faisaient pas le poids face à l'acier avancé et à la poudre à canon des forces britanniques. Ce qui s'ensuivit fut une période traumatisante de déclin de la culture aborigène, où les liens entre les tribus, établis depuis des milliers d'années, furent rompus. Les pratiques culturelles, linguistiques et religieuses furent perdues, et des milliers de personnes perdirent la vie. Ces premières décennies n'étaient que le début pour les peuples autochtones d'Australie. Ce qui a suivi, ce furent des tentatives de civiliser les communautés tribales des peuples autochtones en essayant de les assimiler à la société coloniale. Pendant tout ce temps, les communautés aborigènes continuaient de faire face à la mort à cause des maladies et des meurtres. Des colonies pénitentiaires ont été établies en Australie, occupant des terres dont dépendaient les peuples aborigènes, et la couronne s'est appropriée de plus en plus de liberté avec un continent qui n'était pas le sien. Des lois et des règlements ont tenté de contrôler les peuples autochtones, ce qui a entraîné des soulèvements et davantage de violence. Plus tard, les communautés aborigènes ont continué à faire face à la discrimination et au racisme, qui persistent en Australie jusqu'à aujourd'hui. L'activisme, les protestations et les mouvements pour l'égalité ont contribué à donner aux peuples aborigènes les droits qu'ils méritent, mais le problème persiste encore et un soutien reste nécessaire. Les organisations qui soutiennent les peuples aborigènes incluent la Fondation pour l'alphabétisation autochtone, la Fondation pour la guérison et l'Agence de justice aborigène du nord de l'Australie. Visitez leur site web pour en savoir plus.